l'allemand augmente aussi considérablement, mais je répète principalement en raison de l'apprentissage de l'allemand en Allemagne. L'espagnol augmente considérablement là, en raison de son succès comme langue étrangère. Le russe reste important, mais surtout dans la génération plus ancienne dans les pays de l'Est. Mais évidemment, le phénomène le plus spectaculaire, c'est la très grande augmentation de la compétence en anglais en termes de langue seconde par rapport à la langue première. Alors, je crois que je peux faire ça. Donc ça, c'est une autre manière de voir. Donc, avec de nouveau ce même critère. Donc ici, d'abord, pour la langue maternelle, vous voyez de génération en génération l'effondrement de l'allemand. Vous voyez que le polonais, ici en bleu, rattrape finalement l'italien pour les plus jeunes générations. Ici, les générations sont coupées en 4 plutôt qu'en 3. Et vous voyez que maintenant, en termes de langue maternelle, donc on a vraiment, pour les plus jeunes, on est ici, c'est les moins de 24 ans, on a le français, l'allemand et l'anglais qui sont à peu près au même niveau, puis l'italien et le polonais, et l'espagnol vient plus tard. L'espagnol donnait l'impression de pouvoir rattraper les autres, mais de nouveau là-bas, une diminution importante de la natalité en Espagne explique cette chute en fin de parcours. Si vous prenez alors la compétence linguistique comme native ou non-native, de génération en génération, vous voyez donc un peu la stagnation de l'allemand pour les raisons indiquées, une augmentation légère pour le français, donc qui est le bleu, mais évidemment le phénomène le plus spectaculaire ici, c'est de génération en génération vraiment l'explosion de la compétence en anglais. Alors je ne sais pas si au niveau de la technique, je peux commencer pour du vrai? Oui, c'est bon? OK. Alors, oh là, faut pas que... Voilà. Alors ça, c'était mon premier point qui était vous donner un aperçu de ce paysage linguistique. J'en aurai 5 autres rapides, donc je souhaite qu'on ait du temps pour la discussion. Le premier, c'est simplement mon hypothèse très simple quant à ce qui sous-tend cette dynamique linguistique, mais aussi quant à ce qui sous-tend beaucoup d'autres phénomènes linguistiques. Plusieurs bonnes illustrations ont d'ailleurs été données au cours de la journée aujourd'hui. Ça sous-tend beaucoup d'autres phénomènes linguistiques aujourd'hui, trends linguistiques, et en même temps, ça doit nous aider pour guider nos politiques et pas seulement comprendre la situation. Pour moi, ce qui est vraiment fondamental dans la dynamique linguistique, c'est ce que j'appelle le maximine, la dynamique du maximine, qui est l'interaction explosive de 2 micromécanismes dont vous avez tous fait l'expérience à d'innombrables reprises. La première chose, c'est ce que j'appelle le choix de la langue du maximine. Lorsque vous interagissez avec d'autres personnes qui toutes connaissent diverses langues à différents degrés, quelle est la langue qui va être choisie? Rosemary, tout à l'heure, ce matin, a donné un exemple d'une situation où elle était la seule non-italienne dans un contexte italien, et on n'applique pas dans ce contexte-là un critère démocratique, la langue de la majorité, la langue maternelle de la majorité, la langue la mieux connue de la majorité, la langue la mieux connue en moyenne. Non, on adopte systématiquement la langue la mieux connue par la personne qui la connaît le moins bien. C'est un peu comme si... et ça vaut pour des interactions à 100 personnes, mais aussi à 2 personnes dans un couple, etc. Quand seule importe la communication, c'est un peu comme si on demandait à chaque personne quelles sont les langues que tu connais et à quel degré, et puis on regarde quelle est la langue pour laquelle la connaissance la plus faible est la plus élevée. Et c'est pour celle-là qu'on opte. Ce que disait Conrad aussi tout à l'heure, au moment où un Américain s'efforce péniblement d'essayer de parler l'allemand en Allemagne, il ne faut pas 3 phrases pour se rendre compte que la langue du maximine, c'est l'anglais et pas l'allemand, et pouf, on passe à l'anglais, et ce qui empêche évidemment l'américain d'apprendre l'allemand. Donc ça, c'est un mécanisme. Le second mécanisme, c'est simplement lié au fait que ceux qui nous apprennent nos langues, c'est peut-être dans une certaine mesure, pour beaucoup d'entre nous, nos profs de langue, y compris certains dans cette salle, mais c'est encore beaucoup plus toutes les personnes qui ont la patience de parler avec nous
dans une langue que nous parlons imparfaitement. Nous apprenons nos langues en les pratiquant, parfois pas très bien, et puis de mieux en mieux à mesure qu'on les pratique. Mais donc ça veut dire que la vitesse et la qualité de notre apprentissage va dépendre de la fréquence avec laquelle nous allons pratiquer cette langue, activement ou passivement, en termes réels, en interaction directe ou virtuelle à travers l'Internet, etc., ou en regardant la TV, bon, quelle que soit la manière. Donc, la probabilité joue de deux manières, parce qu'évidemment, plus on s'attend à devoir parler cette langue, ou pratiquer cette langue, plus on va investir dans son apprentissage, mais aussi, c'est pas seulement une question de motivation, c'est aussi une question d'opportunité. Et plus on a l'opportunité de parler, d'écouter cette langue, eh bien, mieux on l'apprend et plus rapidement on l'apprend. Et si vous prenez ces deux mécanismes ensemble, ben, ils se renforcent évidemment, puisque plus on apprend une langue, plus elle a de chances d'être dans la position maximine lorsqu'on interagit, et plus elle est dans une position maximine quand on interagit, plus on va être motivé à l'apprendre, et plus on va avoir des occasions de l'apprendre. Et par conséquent, on la connaîtra mieux, et donc, etc. Et vous voyez comment ça peut former une boucle. Donc pour moi, c'est vraiment très important, y compris en termes de ce qui doit sous-tendre nos propositions en termes de politique. Alors on m'a demandé de parler du rapport entre diversité et justice sociale, et il me faut par conséquent dire ce que j'appelle justice sociale, en particulier dire comment je vois, très, très brièvement, comment je vois la relation entre justice, égalité, liberté, responsabilité, efficacité, comment est-ce que tout ça se lie. Est-ce que la justice a un rapport avec l'égalité? Certainement. Il n'y a pas de notion concevable de la justice qui ne fasse pas une part à l'égalité. C'est-à-dire l'idée qu'il faut pouvoir justifier à des personnes qui se considèrent elles-mêmes et se considèrent les unes les autres comme égales. Il y a un rapport direct à l'égalité. Est-ce qu'il y a un rapport, l'égalité n'est pas en opposition avec la liberté? Pas du tout, pas du tout. Parce que l'égalité, il faut toujours se demander, c'est l'égalité de quoi? Eh bien précisément, la justice, c'est l'égalité ou l'égalisation de la liberté. La liberté réelle, pas seulement du droit de faire des choses, mais des possibilités, de la possibilité réelle de faire des choses, d'avoir les ressources de faire des choses. Et donc, la justice consiste à combiner de cette manière-là l'égalité et la liberté. C'est, en termes simples que je vais nuancer juste dans une minute, c'est l'égalité de la liberté ou l'égalisation de la liberté. Quelle est la place faite à la responsabilité? Elle découle directement de ce que je viens de dire, parce que égaliser la possibilité de faire des choses, la liberté réelle de faire des choses, ça veut dire qu'on laisse à chaque individu la responsabilité d'utiliser cette liberté. Donc il ne s'agit pas, la justice n'exige pas d'égaliser les résultats, les revenus, les niveaux de pouvoir, etc. Ça exige d'égaliser les opportunités, les possibilités, la liberté réelle de faire des choses en laissant la place à la responsabilité personnelle. Quel rapport avec l'efficacité alors? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit? Il y a une tension, mais qu'il y a moyen de résoudre, de nouveau, par quelque chose qu'on peut appeler une notion de maximine, mais qui n'a rien à voir avec la notion précédente. Et c'est simplement, cette notion de maximine consiste simplement à dire ceci. Il s'agit certes d'égaliser les opportunités, d'égaliser la liberté, mais pas jusqu'au point où ce serait contre-productif. Des inégalités de liberté réelle peuvent être justifiées à condition qu'elles contribuent à augmenter la liberté réelle de ceux qui en ont le moins. Donc, la justice, en d'autres termes, consiste à augmenter autant qu'il est possible, durablement possible, la liberté réelle de ceux qui en ont le moins. Donc, c'est au fond, ce maximine-là, c'est au fond un compromis entre l'efficacité maximale, qui serait la maximisation de l'agrégat, d'une part, et l'égalité à tout prix. Il ne s'agit pas d'égaliser à tout prix, il ne s'agit pas de maximiser la somme, il s'agit de maximiser durablement ce qui est donné, la liberté réelle qui est donnée à celui qui en a le moins. Donc ça, c'est la notion de justice que je suis prêt à défendre, et au fond, dans différentes variantes, un certain nombre d'autres auteurs, à commencer par le grand père fondateur de la philosophie politique contemporaine, John Rawls, défendent une conception de la justice de ce type-là. Bien. Alors, quatrième point, diversité linguistique et justice sociale.
comment est-ce que ces deux choses s'articulent? Est-ce qu'il n'y a pas une tension entre les deux? Et il y a une tension profonde entre les deux que je vais de nouveau présenter d'une manière extrêmement schématique. Il y a une tension profonde entre les deux en Europe aujourd'hui. Alors je l'explique rapidement. Au fond, on est en train de passer, on est déjà passé dans une certaine mesure, d'une situation à une autre quant au rapport entre la démocratie et le marché. Bon. Il fut un temps, pas tellement lointain, où on avait des démocraties nationales, où petit à petit, des États nationaux qui petit à petit sont devenus plus démocratiques. On a introduit le suffrage universel masculin à la fin du XIXe siècle ou un peu plus tard, puis le suffrage universel tout court pour tout le monde, y compris hommes et femmes seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on s'est démocratisé aussi, pas seulement sous l'angle du droit de vote. Et ces entités, ces États-nations démocratiques, se sont efforcés de poursuivre un objectif de justice sociale, de solidarité, en créant alors un certain nombre d'institutions. Législation pour le marché du travail, système de sécurité sociale, l'impôt progressif sur le revenu, toute une série de mesures qui ont été graduellement mises en place. Le marché, dans ces États-nations, avait une grande importance. Le marché est un instrument dont nous ne pourrons plus jamais nous passer dans l'histoire future de l'humanité pour parvenir à fonctionner d'une manière relativement efficace, pour faire un bon usage de nos ressources. Mais pour la justice sociale, il est capital que le fonctionnement du marché soit enserré, encadré par des règles qui lui sont imposées par un État démocratique. OK? Alors, est-ce qu'on est encore dans cette situation-là aujourd'hui? De moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on a eu un renversement de ce rapport entre la démocratie et le marché. On n'a plus un État démocratique qui dicte ses règles au marché, on a des États démocratiques qui sont soumis aux règles du marché. Le marché mondial, à mesure que la globalisation s'approfondit, et de manière encore plus aiguë, le marché unique européen, et de manière encore plus aiguë, la partie de l'Union européenne qui a une monnaie unique. Alors dans ce contexte-là, chacun des États démocratiques se met à avoir pour objectif central pas la justice sociale, le traitement égalitaire, aussi égalitaire que possible de ses citoyens, mais la compétitivité. Les États-nations se mettent à se comporter comme des entreprises. J'étais un jour sidéré parce que je participais à un panel avec le commissaire européen Michel Barnier à cette époque dans la seconde commission Barroso. Et ce gars, il a parlé pendant une demi-heure. Et il n'a parlé que de compétitivité de l'Union européenne. Il me dit c'est comme si c'était un patron d'entreprise qui devait optimiser l'usage de ses facteurs de production, essayer de produire les choses que le marché. Et c'était hallucinant, parce que là, ce n'est pas seulement un État-nation, mais même l'Union européenne dans son ensemble devrait avoir d'autres objectifs que d'essayer d'être aussi compétitif que possible. Et pourquoi est-ce qu'elle est contrainte de le faire? L'Union européenne ne l'est pas. Elle sera encore davantage si on fait TTIP, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, etc. Plus on renforce le marché mondial, plus on est soumis à ces règles. Alors, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire dans ce contexte-là? Est-ce qu'on a brûlé nos ponts derrière nous? Il n'y a pas vraiment de retour en arrière. La seule possibilité, si on croit à l'importance de la justice sociale, c'est de parvenir à s'organiser à une échelle où on peut de nouveau enserrer le marché, de nouveau l'encadrer, lui imposer ses règles. Cette échelle, pour nous, c'est l'échelle de l'Union européenne. Et je rejoins, par exemple, ce que... j'ai oublié son prénom là-bas, Joseph, l'orateur allemand précédent, a dit. Donc, notre échelle, là, c'est l'Union européenne, et il s'agit de s'organiser à ce niveau-là. Nos États-providence, nos États sociaux nationaux, ils se sont créés comment? Pas parce qu'il y a un philosophe comme Condorcet qui avait imaginé qu'on pouvait faire un système de sécurité sociale, ou pas seulement pour ça, pas non plus parce qu'un bureaucrate a tiré un beau plan de son tiroir, mais parce qu'il y a eu un mouvement, il y a eu au niveau national qui a pu s'organiser, se mobiliser pour obtenir ça. En Europe, c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais nous rencontrons là un obstacle majeur qui est la diversité linguistique. Alors, je pourrais vous donner diversité linguistique qui à la fois, ça a été dit de diverses manières tout à l'heure, à la fois empêche d'avoir
cet ensemble, cet espace public commun dans lequel nous pouvons argumenter, faire valoir les intérêts face à tout le monde de chacune des composantes de l'Union européenne, hein, ce qui a été essentiel au niveau de chaque nation, et aussi parce que nous n'avons pas la même capacité au niveau européen de nous organiser. Hein, je vous donne simplement un seul exemple pour ne pas être trop long, je pourrais vous en donner de multiples. De temps en temps, quand on cherche à obtenir quelque chose au niveau national, il est bon d'organiser une grande manifestation. Cette grande manifestation, c'est bien à un certain moment d'avoir un point focal où les leaders de la manifestation montent à la tribune pour galvaniser les troupes, pour les encourager à lutter encore, pour scander ensemble un slogan. Bon, il n'y a rien de plus pathétique qu'une manifestation européenne. Moi, j'habite dans le quartier européen à Bruxelles. De temps en temps, je vais faire un peu de field work au bout de ma rue quand il y a une grande manifestation au rond-point Schuman devant l'immeuble de la Commission européenne et l'immeuble du Conseil. Le jour où il y avait une grande manifestation avec des leaders syndicaux qui montaient l'un après l'autre à la tribune. Alors, il y en a un qui était occupé à parler avec une grande fougue, et alors on voyait venir le crescendo final de son intervention, hein, le moment où, d'habitude, dans ce genre de contexte, alors la foule se déchaîne pour scander quelque chose et pour vraiment se retrouver là-bas tous ensemble, et ça renforce chacune des composantes. Et donc, il termine ce truc, et on s'attend... Voilà. Et il y avait juste là-bas, dans le fond de la salle, quelques gars avec un drapeau polonais qui agitaient pour manifester leur solidarité. Il avait parlé en polonais, et personne, sauf ce groupe-là, avait compris ce qu'il disait. Alors, je peux vous donner des tas d'autres exemples qui ne portent pas seulement sur la difficulté d'organiser des manifestations communes, mais la difficulté de se coordonner au moment où les initiatives citoyennes européennes, par exemple, s'il n'y a pas une langue commune dans laquelle on peut communiquer tous ensemble, c'est vraiment un parcours de combattant de parvenir à progresser un petit peu pour créer le type de connivence pour qu'un syndicaliste grec et un leader syndical grec et un leader syndical allemand puissent avoir le niveau suffisant de connivence et de solidarité pour pouvoir faire des revendications communes. Il faut qu'ils puissent aller boire un verre ensemble, se taper sur le dos, plutôt que de se retrouver simplement, comme c'est le cas maintenant pour la Confédération européenne des syndicats, dans une salle où il y a plus d'espace occupé par les cabines d'interprètes que par les délégués du conseil de direction de la Confédération européenne des syndicats, avec tous les trucs, toute la rigidité, toute la distance, alors, et le coût de l'interaction à travers des interprètes. Donc, ce n'est bien sûr pas la seule condition, mais c'est une condition essentielle pour que nous parvenions à avoir la capacité politique en Europe de faire ce qu'il faut pour réaliser la justice sociale. Il nous faut d'urgence démocratiser la connaissance d'une lingua franca, d'une langue dans laquelle nous puissions communiquer à bon marché et d'une manière efficace. Alors, ce ne sera pas l'espéranto. Ça ne sert à rien d'avoir une convergence, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une convergence vers plusieurs langues simultanément. Hein, si un Tchèque apprend l'espagnol et le Hongrois apprennent l'allemand, ils seront toujours là, sur le rond-point Schuman, à ne pas comprendre le gars qui est en train de parler. Donc, il faut une convergence vers une langue, et les données qui ont schématisées sur les slides précédentes sont claires. Hein, cette langue, ce sera l'anglais. Bon, ce sera l'anglais, pas parce que c'est une particulièrement belle langue, c'est une espèce de mishmash entre l'allemand et le français, prononcé d'une manière un peu nonchalante. Ça nous servira suffisamment bien. Cette langue qu'il nous faut à tout prix apprendre, ce n'est pas la langue de Shakespeare, on s'en fout de Shakespeare, c'est une langue qui nous permet à nous, Hongrois, Espagnols, Portugais, Grecs, etc., à parler ensemble, à communiquer d'une manière efficace. Bon. Est-ce que ça pose des problèmes en termes de justice, donner le privilège à une langue maternelle d'un sous-groupe au sein de l'Union européenne, hein? Même après le Brexit, il y aura encore des gens qui ont l'anglais comme langue maternelle en Europe. Est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème. Et donc, j'ai consacré tout un bouquin qui s'appelle Linguistic Justice for Europe and for the World, disponible également en allemand et depuis la semaine dernière en néerlandais, dans lequel j'essaye d'aborder de manière systématique les différentes injustices que cela soulève et la manière
de les réduire, la manière de s'y attaquer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. J'ai chaque fois indiqué par un slogan la manière dont je propose de s'y attaquer. Le premier, qui n'est pas vraiment une injustice, mais qui est souvent invoqué, il y a été fait allusion aujourd'hui, c'est l'impérialisme culturel ou l'hégémonie culturelle ou l'hégémonie intellectuelle que ça donne à une certaine langue et à ce qui s'écrit dans cette langue. Bon, c'est vrai que c'est un problème si, en Europe, notre source principale d'information ou d'idées pour penser à l'avenir de notre union, c'est ce qui vient du Economist et du Financial Times. C'est un problème. Quelle est la solution? Grab the megaphone. Ne continuez pas à simplement maugréer ou chuchoter dans vos langues qui deviennent de plus en plus, dans nos langues qui deviennent de plus en plus locales, mais saisissons-nous du haut-parleur, du mégaphone, qui est l'anglais, pour pouvoir être entendu par tous les autres Européens et d'autres encore dans le monde. Bon, j'en dis pas plus, donc je dis ça de manière très elliptique pour chacune d'elles. Deuxième problème, qui est le problème de l'injustice coopérative ou du free riding. Nous faisons tous l'effort, enfin tous les non-anglophones ici font l'effort d'apprendre une langue seconde. Nous en profitons tous, ça nous permet de communiquer les uns avec les autres plus facilement, mais il y en a qui ont cet avantage sans devoir apprendre une seconde langue, sont ceux qui ont cette langue-là comme langue maternelle. C'est une forme de free riding de la part de ceux-là, donc qui profitent de ce bien public sans y contribuer, puisque eux peuvent se contenter de leur langue maternelle. Que faire face à ça? Est-ce qu'il faut leur imposer une taxe ou un truc comme ça? Moi, je dis qu'il faut faire du free riding compensatoire. Il y a des tas de trucs qui sont produits en anglais, qui sont disponibles de manière plus ou moins facile sur l'Internet. Certaines sont un peu cadenassées, etc. C'est bien sûr pas produit exclusivement par des anglophones, mais quand même plus que proportionnellement par des anglophones. Et je dis, servons-nous royalement sur l'Internet toutes ces choses qui sont disponibles, d'informations disponibles en anglais, nous sera très facilement accessible, beaucoup plus facilement que ce qui est écrit en finlandais, même si c'est un peu protégé par des droits de propriété intellectuelle, etc. Nous n'avons pas trop à nous en préoccuper. C'est simplement du free riding compensatoire, si vous voulez, par rapport à ce free riding qui est fait par tous les anglophones par rapport à notre apprentissage d'une langue seconde. Injustice distributive, c'est le fait qu'il y a toute une série de professions, d'activités qui sont plus facilement accessibles à des personnes qui ont un accès facile à l'anglais, en particulier les anglophones de naissance. Que faut-il faire par rapport à ça? Je dis ce qu'il faut faire, c'est simplement diffuser d'une manière efficace la connaissance de l'anglais. Et comment faire ça? De grâce, à commencer, c'est ça le band dubbing, à commencer en n'handicapant pas les jeunes d'un pays, en particulier les jeunes qui n'ont pas la possibilité d'être envoyés en stage à Cambridge ou je ne sais où, donc en particulier les jeunes qui sont les moins favorisés, ne pas les handicaper en laissant doubler tout ce qui se montre à la TV ou dans les cinémas en anglais. Si vous, sur le site web que mon fils a conçu, là-bas, il y a chaque fois aussi pour chacun des pays, il est indiqué quel est le mode de traduction à la télévision et dans les cinémas. Donc si c'est le doublage, le voice-over ou le sous-titrage, et il est clair que le sous-titrage, quand il y a du sous-titrage plutôt que du doublage, ça a un impact important au niveau de l'apprentissage précoce de l'anglais. Donc toute une série de choses, de recherches qui le montrent aussi, mais donc pour l'injustice distributive, la solution, c'est au fond la fuite en avant, c'est de dire, utilisons les moyens à la disposition, à commencer par celui-là, mais aussi en tablant sur la dynamique du maximin et les contacts internationaux de plus en plus fréquents dont peuvent profiter les plus jeunes générations. Enfin, ce qui est le problème le plus difficile en termes d'injustice, c'est une injustice qui n'est pas de dimension matérielle, mais c'est au fond l'injustice en termes de respect. Dans le bouquin, j'appelle ça « parity of esteem ». Donc c'est le fait que quand il y a une langue qui est mise sur le piédestal, sur un piédestal qui a un statut plus élevé que les autres, c'est une forme d'insulte qui est faite aux autres. Ce serait un peu comme si je ne sais pas moi, devant le Berlaymont, enfin dans le bâtiment de la Commission européenne ou du Parlement européen, que si on hissait en très grand le drapeau britannique, et puis à côté juste des petits fanions pour tous les autres pays. Donc c'est un peu, donner ce statut particulier à une langue, c'est un peu faire ça. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire face à ça?
Dans le bouquin, j'argumente que la seule manière non hypocrite ou qui ait quelques forces pour s'adresser à ce problème-là, c'est d'avoir une application vigoureuse du principe de territorialité linguistique. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire simplement qu'on doit permettre à chacune des communautés linguistiques en Europe, ailleurs aussi d'ailleurs, d'imposer des règles coercitives concernant la langue de l'enseignement public et de la communication publique, règles coercitives, qui feront que ceux qui viennent s'installer sur un territoire auront à la fois l'humilité et le courage d'apprendre cette langue locale, la langue locale. Alors, ça pose un certain nombre de problèmes et un certain nombre d'exceptions et de difficultés ont été abondamment discutées aujourd'hui. En particulier, un des effets, c'est que si vous exigez vraiment qu'on apprenne le français pour toute personne qui vienne s'installer sur votre territoire, ou qu'on apprenne le finlandais ou le suédois, comme indiqué tout à l'heure, y compris ceux qui viennent faire des études ou qui viennent enseigner dans vos universités, ça va constituer un handicap important pour votre territoire. En fait, il y a un chiffre dont je discute dans le bouquin, qui est que pour les pays l'ensemble des pays de l'OCDE, il y a un brain drain positif, un brain gain, c'était de 11 millions de cerveaux. Il y a 11 millions de personnes hautement éduquées qui travaillent dans l'OCDE, de plus que celles, alors qu'elles étaient nées ailleurs, de plus que celles qui sont nées dans l'OCDE et travaillent en dehors de l'OCDE. Donc il y a un brain gain de 11 millions de cerveaux. Dans l'OCDE, il y a 5 pays anglophones. Quelle est la part du brain gain qui va dans ces pays anglophones, de ces 11 millions? De ces 11 millions, il y en a 13 millions qui vont dans les pays anglophones. De ces 11 millions, il y a 13 millions qui vont dans les pays anglophones. Ça veut dire que non seulement l'ensemble du brain gain total venant du reste de l'OCDE va dans ces pays, mais en plus, il y a 2 millions de brain gain qui vient du reste de l'OCDE, donc de France, d'Allemagne, etc., et qui se retrouvent, Anne en est un exemple, qui se retrouvent dans des pays de langue anglaise. Donc il y a une capacité d'absorption qui est partiellement liée directement ou indirectement à cet avantage linguistique, qui fait qu'il y a un enrichissement donc en termes de capital humain systématique par ce trafic donc asymétrique de capital humain convergent vers les pays anglophones. Donc il y a un coût à payer. Et donc je résume, avant de dire un petit mot en guise d'épilogue là-bas, j'ai introduit parce que ça touche à un certain nombre des points qui ont été discutés. Si vous combinez ce que je viens de dire pour la solution au problème de l'injustice distributive à ce que je viens de dire à propos de ce respect inégal, c'est-à-dire si vous combinez au fond la diffusion de plus en plus rapide et efficace de l'anglais comme lingua franca d'une part, et d'autre part le principe de territorialité linguistique, qui seront les gagnants à long terme sur la planète? Ce sera le territoire anglophone et les personnes de langue maternelle mandarine. Pourquoi? Le territoire anglophone pour la raison que je viens d'indiquer, c'est-à-dire qu'à mesure que l'anglais se diffuse dans le monde entier, ça devient de moins en moins coûteux en termes d'investissement personnel et familial, parce qu'on connaît déjà l'anglais, d'aller s'installer dans un contexte anglophone. Alors que si le principe de territorialité linguistique est appliqué avec une certaine vigueur, il faut apprendre le hongrois ou il faut apprendre le finlandais si on va s'installer dans les pays où cette langue est la langue officielle. Okay? Donc, à long terme, on voit qu'il y a un avantage pour les territoires anglophones ou les territoires qui font alors beaucoup de concessions à l'anglais en disant vous pouvez venir, si vous êtes hautement qualifié, vous pouvez venir chez nous, on va vous faire des écoles pour vous, on fera toute la communication publique pour vous en anglais, etc. Okay? Mais qui seront les gagnants en termes de population? Est-ce que ce sont les anglophones? Non, ce ne seront pas les anglophones. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, à mesure que le processus s'approfondit, et la dynamique du Maximine décrite tout à l'heure, tout le monde à travers la planète sera au moins bilingue, avec l'anglais comme une de ses langues. Okay? Sauf les anglophones. Parce que, et Conrad l'a bien décrit tout à l'heure,
parce qu'il est de plus à mesure que l'anglais se diffuse dans le monde, il est de plus en plus difficile. Il faut vraiment être extrêmement têtu pour un anglophone pour encore parvenir à apprendre une langue étrangère. Donc, après avoir fait son assimile, etc., son Berlitz, il se retrouve en Italie, l'Américain se retrouve en Italie et dit Signore, vorrei un cappuccino. Et après 3 phrases, le barman va lui dire Fantastico signore, il suo italiano è veramente stupendo, però let's continue in English, it will be easier. Et ça, c'est le processus par lequel les anglophones seront petit à petit acculés à être les grands handicapés linguistiques du monde, après avoir été d'une manière temporaire et transitoire les plus avantagés. Et les grands bénéficiaires, ce seront ceux qui connaîtront bien sûr l'anglais, mais qui en plus auront une langue maternelle largement diffusée. Et là, les grands gagnants, ce seront les mandarinophones, suivis par les espagnols, etc. Et puis les locuteurs du hindi et du bengali, etc., etc. Et puis quelque part plus bas, les francophones ou les germanophones. Un dernier petit point rapide, qui est plus une petite footnote à l'ensemble, mais qui a rapport à plusieurs des points qui ont été discutés tout à l'heure. Avec un certain nombre de composants de la société civile bruxelloise, on a lancé, il y a 2 ans, je crois maintenant, quelque chose qui s'appelle le plan Marnix pour un Bruxelles multilingue. Marnix, c'était un gars d'origine savoyarde qui, au XVIe siècle, donc est né à Bruxelles, et il a, dans un écrit posthume, il est mort à Leiden, où il a contribué à fonder l'université. Il est l'auteur de l'hymne national néerlandais. C'est quelqu'un qui était un grand polyglotte. Et dans un écrit posthume, il y a le premier plaidoyer systématique pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement en immersion. C'est un petit traité d'éducation à l'intention des princes, comment doivent-ils éduquer leurs enfants, et il leur dit de grâce qu'ils apprennent très tôt et simultanément plusieurs langues, à condition de le faire de manière cohérente avec des native speakers des différentes langues. C'est pour ça qu'on l'appelle plan Marnix, mais l'idée c'est de faire de tous les Bruxellois, l'objectif, l'ambition c'est de faire de tous ceux qui grandissent à Bruxelles des trilingues plus. Il faut savoir que Bruxelles aujourd'hui c'est 1 200 000 habitants, le tiers c'est des personnes n'ayant pas de nationalité belge, la plupart européens. Un deuxième tiers, gros tiers, ce sont des Belges, mais d'origine étrangère récente, principalement non européens. Environ 20% des Bruxellois sont des Marocains. Et le troisième petit tiers, et qui se rabougrisse sans cesse, ce sont des belgo-belges, néerlandophones ou francophones. C'est ça le contexte. Bien, ce qu'on dit, c'est qu'il faut rendre ces enfants qui grandissent à Bruxelles, ces jeunes qui grandissent à Bruxelles, trilingue plus. Trilingue plus, ça veut dire français, néerlandais, anglais pour tout le monde, mais dans cet ordre, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord l'apprentissage du français et du néerlandais, selon le cas, un peu préférence du reste, le néerlandais avant le français, mais soit. Et alors l'anglais seulement ensuite, parce que si on met l'anglais trop tôt, et ça en accord avec certaines choses qui ont été dites aujourd'hui, mais en désaccord avec d'autres, si on met l'anglais trop tôt, la dynamique du Maximine va empêcher l'apprentissage de la deuxième langue nationale. Or, la lingua franca est extrêmement importante, mais ce n'est pas un plein substitut pour la connaissance de la langue du voisin. Donc, pouvoir suivre, pour un francophone belge, pouvoir suivre la presse flamande et inversement, c'est quelque chose de très important. Pouvoir parler à quelqu'un dans sa langue plutôt que dans la langue de l'interlocuteur, plutôt que dans la sienne ou dans une lingua franca, ça crée aussi une autre relation. Donc, un endroit comme Bruxelles où cette connaissance de la deuxième langue, la langue du voisin, est très importante, de grâce, donnons la priorité à cela, et seulement l'anglais en troisième lieu. Mais c'est trilingue plus, parce que beaucoup d'enfants ont encore une autre langue comme langue maternelle, et il est précieux de pouvoir conserver cette langue-là. C'est précieux parce que c'est précieux d'avoir, pour Bruxelles, mais aussi pour les pays d'origine, d'avoir cette diaspora qui peut servir de lien avec les pays d'origine pour créer ces liens de confiance qui sont nécessaires pour l'investissement, qui sont nécessaires pour le commerce avec ces pays-là, dans l'intérêt de ces pays, du développement de ces pays, essentiel pour ces pays, mais aussi dans l'intérêt local. Donc, de grâce, encourageons ça.
Transmettons aussi la connaissance scientifique sur l'apprentissage des langues, de manière à ce que les familles qui sont souvent désemparées fassent les bonnes choses, ne se mettent pas à essayer de parler la langue scolaire avec l'enfant qu'ils possèdent de mettre très mal, que de grâce ils transmettent leur langue. Ça peut être renforcé par un apprentissage plus scolaire, et ça revient à la discussion intéressante qu'on avait eue ce matin. Il est essentiel, à mes yeux, dans le contexte bruxellois, que cet enseignement de différentes langues d'origine, pas pour les centaines de langues qui sont présentes à Bruxelles, mais pour les principales langues présentes, c'est très bien d'avoir cet apprentissage, mais pas que cet apprentissage se fasse à l'école. Parce que l'apprentissage à l'école renforcera un phénomène qui est déjà beaucoup trop fort à Bruxelles, qui est la ségrégation entre les écoles. S'il y a un petit nombre d'écoles à Bruxelles où le turc est enseigné comme langue, mais on aura une concentration encore plus forte des enfants turcs dans ces écoles. Ceci dit, et là je suis sensible à la remarque intéressante d'Anne tout à l'heure, ceci dit, une forme de reconnaissance de cet enseignement qui peut être fait en dehors des heures scolaires de manière à pouvoir recueillir des enfants de différentes écoles, mais une forme de reconnaissance de cet apprentissage des langues dans le cadre du curriculum au sein des écoles peut être un élément extrêmement important pour le valoriser et pour donner une incitation, parfois du reste pas seulement aux turcophones de naissance ou aux arabophones de naissance pour apprendre ces langues. Bon, je termine là-dessus. Et donc, il y a à la fois une perspective générale et mondiale, mais il me semble très important sur toutes ces questions-là d'agir aussi localement et alors en tablant à la fois doublement sur les compétences des gens qui sont présents localement, c'est-à-dire à la fois sur le trésor linguistique qui est présent et qui souvent ne demande qu'à être partagé si on parvient à trouver les bons canaux pour pouvoir le faire, d'une part, et puis d'autre part aussi en tablant sur l'expérience alors des enseignants, mais aussi de ceux qui font des tables de conversation, des expériences dans les médias avec du sous-titrage, des trucs interactifs, etc. Et tout ça, il faut parvenir à lier toutes ces composantes d'une communauté multilingue pour permettre cet apprentissage pour la plus grande partie de ceux qui grandissent là. Hein, à Bruxelles, il y a vraiment un drame qui nous pend au nez parce que le pourcentage de la population bruxelloise qui ne parle ni le français, ni le néerlandais, ni l'anglais est passé en 5 ans, est passé de 2,5% à 8% de la population. Donc il y a 8% de la population qui sont vraiment coincés, si vous voulez, dans leur petite sous-communauté linguistique. Et ça, ça va être, cette migration va continuer, donc il faudra un effort permanent pour parvenir à s'attaquer à ce défi. Bon, je m'arrête ici. Bon, très bien, merci beaucoup Philippe Van Parijs pour cette présentation très synthétique et riche qui donne beaucoup de pistes pour le débat. Je ne sais pas combien de temps on a à disposition, mais je pense qu'on peut quand même prendre un bon quart d'heure. Et donc voilà, la parole est à vous, le public. Alors je vois 1, 2, 3 d'abord, ok? Donc alors je ne sais pas si ça marche. Voilà. Alors, je te donne ça pour la réponse. Première question ici. Alors bon, je vous suis sur le Maximin. Bon, si je décide que le minimum que je veux avoir derrière mon voile d'innocence, n'est-ce pas, c'est de parler ma propre langue, d'être éduqué dans ma propre langue, vous serez d'accord. De quel Maximin vous parlez? C'est le Maximin de la théorie de la justice. De justice linguistique, je devrais avoir le droit d'être, je crois d'ailleurs que le fait d'être éduqué dans sa propre langue, ça ne fait pas partie de la charte de l'ONU, des droits de l'homme. Mais toujours est-il, bon, prenons ça. Donc j'ai le droit, bon, il y a déjà un problème, c'est que, en tout cas, au niveau master, on en a montré aujourd'hui, j'ai déjà plus le droit de le faire, au fait. Là, donc c'est déjà un petit problème. Mais mettons que ce droit soit respecté. Vous dites, bon, après, il faut absolument trouver une langue commune pour l'Europe, bon, je ne sais pas, mais et apprendre une langue commune. Mettons que ce soit qu'on dise qu'il faut que tout le monde apprenne l'anglais pour qu'on ait cette langue commune. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc tout le monde apprend l'anglais à 95%, mais on arrive à peut-être 15% qui ont une compétence fonctionnelle. Donc, au fait, qu'est-ce qui se passe? Vous parliez des lois du marché, mais on sait très bien que
vu les lois du marché, tout le monde n'a pas les ressources pour devenir fonctionnel. Donc au fait, il y aura une autre dimension. La dimension du marché fait que de toute façon, si même on imagine que tout le monde parle l'anglais, il y aura encore cette dimension du marché, qu'il y aura certaines variétés qui seront acceptées, d'autres acceptées, qu'on va jouer sur le niveau, etc. etc. Donc, bon, ce que vous présentez, au fait, pour moi, c'est un peu, c'est très, mais c'est un idéal, un peu, c'est un doux rêve, quoi. D'accord. Bon, sur la dernière remarque, il est essentiel de rêver. Moi, dans notre université, nous célébrons cette année les 500 ans depuis la publication à Louvain de l'utopie de Thomas More. Nous devons être des utopistes, mais des utopistes intelligents et qui tiennent compte aussi des rêves qui ont mal tourné et donc qui réfléchissent aux effets pervers. Mais alors, d'abord, je crois que, bon, en parlant des deux maximines, j'ai introduit un peu de confusion. Il y a un maximine qui est purement descriptif. Le maximine linguistique dont j'ai parlé, c'est simplement une espèce d'hypothèse simplifiée sur un processus qui est vraiment très important dans la dynamique linguistique. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis simplement, ça c'est quand le seul souci c'est la communication, qu'il n'y a pas par ailleurs un souci symbolique ou un souci pédagogique, ben on opte systématiquement pour le maximine. Parfois on ne le fait pas, c'est-à-dire, ne fût-ce que dans les classes où on essaie d'apprendre une langue, eh ben, fatalement là on va dévier du maximine parce qu'on s'efforce d'apprendre une langue, on ne va pas prendre la solution du moindre effort, la meilleure communication, on ne va pas jouer parce qu'on veut apprendre une langue. Parfois aussi dans un couple, on ne prend pas la langue la mieux connue de celui qui la connaît le mieux, mais il y en a un des deux qui veut apprendre la langue de l'autre et on fait systématiquement ce choix-là. Okay. De même pour des raisons symboliques, il m'est arrivé pour un équilibre entre le français et le néerlandais en Belgique par exemple, de parler en public dans une langue, de parler en néerlandais simplement parce qu'il fallait un équilibre linguistique en dépit du fait que ça empêchait certaines des personnes dans la salle de comprendre ce que je disais parce qu'il y a des... Mais donc ma thèse, c'est que quand ce qui compte, et ce qui compte seul, la communication, il y a vraiment ce maximine joue. C'est un principe d'exclusion minimale, minimisation de l'exclusion. Ça, c'est très différent du maximine tel qu'il intervient en termes de justice. Pas de justice linguistique, mais de justice sociale en général, qui dit, là, pour moi, la justice sociale, une société juste, c'est une société dans laquelle celui qui a le moins en termes de liberté réelle a le plus qu'il est possible lui donner d'une manière durable par rapport à tous les autres. Donc ça, c'est simplement une clarification. Et donc, ce qui fait que l'idée, le droit de ne parler que ma langue ou un truc comme ça ne découle ni du premier maximine, ni du second maximine. Donc là, je crois qu'il y a une chose qu'il était important de clarifier. Maintenant, il y a effectivement déjà une convergence vers l'anglais en termes... donc effectivement, quand on voit ce qui est enseigné dans les écoles primaires, secondaires, etc., alors, quand on le voit aussi en termes de compétences, certes auto-déclarées, mais il y a un trend dans cette direction-là. Est-ce que ce n'est pas un trend qui va dans le sens d'un accroissement des inégalités plutôt que d'une réduction des inégalités? Donc moi, là, je crois qu'il faut vraiment... C'est important de ne pas se payer de mots dans ce truc-là, justement face à ceux qui sont les plus défavorisés dans notre société. Donc, si on regarde de nouveau la situation locale que je connais bien à Bruxelles, il y a en termes d'accès à l'emploi, donc la proportion des entreprises à Bruxelles dans laquelle le français était suffisant pour pouvoir fonctionner était de 75%, si vous me permettez de parler un peu belge, là ça va, 70, ça on est favorable à la diversité des variantes linguistiques et donc même celles qui sont un peu stigmatisées, donc 75%, dans 75% des entreprises, il suffisait du français à Bruxelles. Maintenant c'est passé à un tiers des entreprises à Bruxelles. Celles dans lesquelles les trois langues étaient utilisées, français, néerlandais, anglais, c'était 3% il y a 10 ans. 10 ans plus tard, c'est devenu 33%, c'est devenu un tiers des entreprises. Et donc,
nos petits jeunes à Bruxelles qui grandissent dans ma commune d'origine, qui s'appelle Molenbeek, qu'on appelait le petit Marrakech au début du XXe siècle, le petit Manchester au début du XXe siècle, maintenant c'est devenu le petit Marrakech, mais les gars qui grandissent là, hein, si on leur dit, écoutez, avec le français, c'est déjà bien, hein, ben, franchement, on est malhonnête à leur égard, ça c'est scandaleux. Il faut leur dire, écoute mon vieux, hein, tu vas jamais devenir un parfait bilingue, mais on s'en fout d'être un parfait bilingue ou un parfait trilingue. Mais tu dois pouvoir te débrouiller dans les 3 langues. Et une fois que tu oseras le faire, que tu pourras le faire, ben, tu t'amélioreras toujours au fil de ton existence. Et donc, il y aura ils le parleront de manière imparfaite, mais de grâce qu'on ne laisse pas alors aux enfants des riches, hein, le monopole de l'accès à tous ces boulots-là, en disant pour les autres, ça suffira qu'ils aient leur langue maternelle, déjà et un peu de français, qu'ils aient le français, et puis s'ils peuvent, qu'ils conservent un peu leur langue maternelle. Non, il faut vraiment trouver des manières efficaces de le faire, et il y a des manières efficaces qui ne sont pas extrêmement onéreuses. Mais il faut pouvoir utiliser cette compétence. À Bruxelles, on a des tas de jeunes pensionnés eurocrates qui ne demandent qu'à se rendre utiles au reste de la population. Mais il n'y a pas les canaux pour le faire. Bon. Je rêve, mais il y a des rêves qui se réalisent. Donc, je voulais vous remercier pour votre intervention tout d'abord. J'aurais une question à vous poser. C'était très sensible à l'argument que vous avez proposé pour la reconnaissance des langues d'une moindre diffusion au sein du curriculum de l'école. Donc je me demande ce qui a été avancé aussi dans l'intervention précédente. Donc je me demande en fait comment peut-on réellement faire cette reconnaissance. En même temps que nous vivons en France, pour la réforme du collège par exemple, un recul par rapport à l'enseignement des langues étrangères qui est proposé et où la langue étrangère est désormais aussi désignée comme l'anglais depuis les premières étapes de l'école. Donc si vous en avez des propositions concrètes, comment est-ce qu'on peut en effet proposer cette reconnaissance des langues d'autres au sein du curriculum scolaire? Mais, donc je présume qu'en France, comme en Belgique, à beaucoup d'autres endroits, aux États-Unis du reste aussi, il y a des expériences de présence des langues d'origine, donc des langues maternelles des enfants à l'école, au niveau de l'école gardienne, l'école maternelle, et puis au niveau de l'école primaire, et plus tard. Mais donc il y a des expériences, il y a des expériences dont on dit qu'elles marchent bien, il y a des expériences dont on dit qu'elles ne marchent pas bien du tout. Et beaucoup dépend du détail des circonstances particulières. Par exemple, il y a une grande différence entre des classes qui sont homogènes linguistiquement, par exemple des classes d'enseignement néerlandophone à Bruxelles où il n'y a que des enfants turcs dans la classe. Et puis une autre classe où il y a, qui est extrêmement diversifiée en termes de composition. Alors selon le cas, le néerlandais va être rapidement partagé par les élèves parce que ce sera la lingua franca entre eux, parce qu'il y a un petit grec, un petit arménien, un petit espagnol, etc. Et puis alors, et de temps en temps, un petit flamand. Et alors, entre eux, ils parleront le néerlandais, et donc le néerlandais parviendra à survivre et à être suffisamment présent dans leur pratique. Mais si c'est tous des enfants turcs, dès qu'ils sont à la cour de récréation, ils parleront le turc, etc. Et donc, dans ces deux cas, bon, si on dit maintenant il va y avoir une partie de l'enseignement en turc, en plus à l'école, ça va avoir un effet différent, ça va y avoir des possibilités différentes selon les écoles, etc. Et donc, le grand enjeu et le grand défi pour ces écoles, tant francophones que néerlandophones à Bruxelles, et ça doit être la même chose ailleurs, c'est alors de parvenir à donner à ces enfants depuis très tôt un degré d'exposition à la langue qui est la langue scolaire et la langue dans laquelle ils devront progresser qui soit suffisante. Et alors là, dans certains cas, la concurrence avec la langue qui est la langue maternelle, la plupart d'entre eux, est partagée par eux, peut être trop grande pour permettre ça. Mais dans d'autres cas, bien sûr, une forme de présence, et parfois dans ces mêmes cas, mais avec d'autres mobilités, un degré de présence de la langue des enfants
au tout début pour les familiariser avec l'enfant, avec l'environnement scolaire, pour qu'ils ne soient pas tout à fait dans un monde qu'ils ne comprennent pas du tout, peut aussi être très utile. Mais il faut vraiment, donc je crois qu'il n'y a pas de réponse générale à cette question. Il y a des tas d'expériences qui sont intéressantes, qui conduisent à des résultats contradictoires et font continuer à s'interroger pourquoi, en comprenant bien qu'il ne s'agit pas seulement de pédagogie, mais aussi de sociolinguistique. Il faut savoir ce qui se passe à la rue, il faut savoir ce qui se passe à la maison, il faut savoir quel poste de TV on regarde le soir, etc. Et donc, moi, je trouve qu'il faut continuer à expérimenter dans cette direction-là, mais dire de manière systématique, c'est toujours bon d'avoir la langue de la maison également présente à l'école. Je crois que ça, on ne peut pas le dire de manière générale, et de manière générale, c'est de toute façon impossible, étant donné le nombre de langues qui sont présentes, et souvent dans des proportions très très faibles, et beaucoup trop faibles pour que ce soit finançable d'une manière... non. Donc, ce n'est pas vraiment une réponse. Il y a certains points sur lesquels on doit avoir des convictions fortes, par exemple, de dire de grâce aux parents, parlez votre langue maternelle avec les enfants, la langue que vous connaissez le mieux. Apprenez la langue de l'école pour pouvoir communiquer avec la direction, communiquer avec les enseignants, parce que l'apprentissage de vos enfants, ça doit être une tâche commune à l'école et au ménage et à la famille. Mais de grâce, ne mélangez pas constamment votre langue maternelle avec la langue de l'école que vous possédez vous-même très mal. Ça, là, il y a un principe général. Et quant à la présence de la langue d'origine à l'école, je crois qu'il ne faut pas être dogmatique sur ce point-là et continuer à bien tirer les leçons des expériences qui sont en cours et qui doivent l'être un peu partout, pas seulement localement, là où je connais un peu les choses. Très bien. Donc, on avait une question ici, s'il vous plaît. J'ai pas de question, c'est juste une remarque par rapport au Language Barometer. Je ne sais pas si vous croyez au Language Barometer, Language Knowledge. Pardon, Eurobarometer. Oh, pardon. Donc, par rapport au Language Knowledge ou Eurobarometer, Eurobarometer, je ne sais pas si vous croyez vraiment à ces statistiques, parce que du point de vue de la France, moi, je reste assez dubitatif. Quand vous dites que l'arabe est remplacé par l'anglais, donc ce sont des pratiques déclarées et en fait, dont l'authenticité n'est pas du tout fondée. Déjà, c'est une langue qui est assez stigmatisée en Europe et puis en plus en France. C'est une communauté en fait, immigrée en fait, qui est très, très stigmatisée. Je ne sais pas en fait, alors, pourquoi ils vont déclarer qu'en fait, l'arabe il est parlé ou l'arabe n'est pas parlé, ou pourquoi en fait, ils vont déclarer qu'en fait, alors, oui, ils parlent l'arabe à la maison. Voilà. Après, c'est qu'est l'arabe, donc là aussi, on ne sait pas, c'est une vision assez réductrice de ces instances. Peu importe, ça peut être un Eurobarometer ou ailleurs aussi, arabe algérien, arabe tunisien, arabe marocain, donc on ne sait pas les chiffres, donc on n'a aucune idée. Voilà, donc c'est juste une remarque par rapport à cette langue. Non, je crois que c'est une remarque tout à fait valide, c'est-à-dire que donc il y a une remarque générale sur l'autodéclaration. Qu'est-ce que ça veut dire quand les gens disent je connais cette langue bien, très bien, etc. Bon, je crois que c'est vrai que ce serait mieux, mais ça coûterait environ 10 000 fois plus cher de faire des tests linguistiques véritables. Néanmoins, c'est indicatif des trends. Et alors là, c'est plus indicatif des trends dans un même pays, y compris en voyant cohorte par cohorte, que pour les comparaisons entre pays, parce que même le terme gut, sehr gut, peut avoir des connotations quelque peu différentes, bien, très bien, etc. Donc il faut être prudent dans ces choses-là, mais bon. En outre, il y a la critique que vous faites et qui est tout à fait fondée, qui est de dire, bon, dans quelle mesure est-ce que ces langues sont correctement identifiées? Parce que souvent, on rassemble sous le même vocable un certain nombre de langues différentes. Dans quelle mesure est-ce que les gens s'identifient suffisamment avec ces langues pour dire, moi, je la connais, ou c'est vraiment ma langue maternelle? En fait, dans le cas de Bruxelles, on a en fait tous les 5 ans aussi, on a un Taalbarometer qui est avec un échantillon beaucoup plus riche, et aussi où ils font un gros effort avec des intervieweurs qui dans 6 langues différentes. Donc c'est encore parce qu'il y a tous ceux qui ne parlent aucune des langues dans lesquelles se fait l'enquête de l'Eurobaromètre. Et donc à ce moment-là, l'échantillon est aussi beaucoup plus grand, et puis, mais c'est extrêmement coûteux de faire des enquêtes comme celle-là. Donc ceci, il faut le prendre avec
toutes les nuances que vous indiquez, mais bon... 10% qui? Qui quoi? Qui quoi? 10% de la population maghrébine en France. Et si en fait aussi 10% ils disent qu'ils parlent ou l'arabe, ils parlent l'anglais ou ils apprennent le français, donc ça devient vraiment Oui, mais je ne sais pas ce que vous contestez là, parce qu'il y a les données concernant la langue maternelle, et puis il y a les données concernant la compétence linguistique. Par exemple, dans le cas de Bruxelles, il y a un truc intéressant, c'est que pour toutes les langues, en fait, il y a plus de personnes, beaucoup plus pour l'anglais, mais un peu plus, par exemple, pour le turc. Il y a plus de personnes qui disent connaître la langue bien ou très bien que de personnes qui l'ont comme langue maternelle, sauf pour l'arabe. Pour l'arabe, il y a moins de personnes qui disent connaître ces langues bien ou très bien qu'il n'y a de personnes qui disent c'était une de mes langues que je parlais à la maison quand j'étais jeune. Parce que, justement, ces langues ne sont pas renforcées par un apprentissage scolaire plus formel, etc., qu'elles sont immédiatement en compétition avec le français, certaines mesures avec le néerlandais. En fait, c'est des langues qu'on perd au cours de l'existence. Alors que pour toutes les autres langues, il y a un plus en termes d'apprentissage comme langue seconde. Mais je suis d'accord avec ces réserves. Donc il faut, ces données, il faut... mais néanmoins, je vous conseille de jeter un coup d'œil. C'est vraiment fascinant de voir, par exemple, pour les différentes langues, dans quel pays d'Europe, y compris les langues d'immigration, dans quel pays d'Europe est-ce que c'est les pourcentages plus importants de la population. Encore une question ici. Je voulais vous poser une question à partir de ce que vous nous avez proposé. Vous êtes très convaincant pour ce qui est de la valeur émancipatrice de l'anglais pour une citoyenneté européenne. Et vous dites justement, prenez le micro. Je voudrais rappeler que le français a été aussi la langue de l'anticolonialisme. Donc, à un moment ou à un autre, on prend la parole dans la langue qui, par exemple, a pu être celle de l'ennemi. L'ennemi ici n'étant pas évidemment l'Angleterre, mais la langue des technocrates européens, la langue des marchés. Mais donc vous êtes assez convaincant. Vous avez utilisé l'exemple de la réunion syndicale, pour lequel un niveau B1 finalement suffirait pour comprendre un orateur. Or, il n'a pas été compris puisqu'il parlait le polonais. Mais donc vous parlez d'un anglais émancipateur dans le cadre de l'éducation de la citoyenneté au niveau de la scolarité obligatoire. Nous sommes réunis ici aussi à propos de l'enseignement supérieur. Alors je voudrais savoir si vous pensez, quelle utilisation vous pensez, quel usage pensez-vous de l'anglais dans l'enseignement supérieur, qui est un autre problème, je crois. Donc, j'y ai brièvement fait allusion au moment où j'ai parlé du principe de territorialité linguistique. Donc, alors, bon, un cas particulièrement intéressant aujourd'hui, Anne le connaîtra aussi bien, c'est le cas de la Flandre. La Flandre donc la Belgique est née en 1830 comme un État unilingue francophone, comme la France. Donc, il y avait une langue officielle, et puis il y avait des patois, flamand, wallon et allemand. Bon. Je veux dire, tout l'enseignement était en français, et tout l'enseignement supérieur est resté intégralement en français jusque dans les années 30 du XXe siècle, donc un siècle plus tard. Et puis, il y a eu, graduellement, lié au mouvement d'émancipation flamand, un développement d'un enseignement supérieur en langue néerlandaise à côté de l'enseignement francophone. Donc, l'université de Louvain est devenue bilingue à un certain moment. Et puis, donc le primaire, puis le secondaire, et puis le premier cycle, et puis finalement des doctorats qui pouvaient aussi se faire en néerlandais, et tout ne devait plus se faire en français. Et puis mon université catholique de Louvain, contrairement à ma présentation, c'est pas catholique de Leuven, mais mon université, c'est celle qui a été expulsée de la ville de Leuven en 1968, une des décisions les plus sages de l'histoire du pays. Mais donc petit à petit, au nom du principe de territorialité linguistique, dans une ville flamande comme Leuven, il fallait qu'on parle le néerlandais. On a dit Wallen buiten, les Wallons dehors, pour que ici, tous ceux qui s'installent ici parlent le néerlandais. Donc l'enseignement, y compris supérieur, en néerlandais. Et puis la situation ironique, alors
maintenant, ça se met à s'éroder à partir du haut. Alors, petit à petit, on voit qu'il y a une proportion, la majorité des doctorats maintenant en Flandre sont en anglais. Et puis, on se dit, bon, pour bien préparer au doctorat, il faut quand même que les masters soient aussi en anglais. Et puis, on dit, oui, mais pour qu'ils soient capables de faire les masters en anglais, il faut peut-être que les baccalauréats soient en anglais ou partiellement en anglais. Et puis, etc. Et donc, bon. Alors, c'est un dilemme difficile parce que, donc, si on ne fait pas ça, quoi? Parce que je me souviens, on a fait allusion à Philipson tout à l'heure. Moi, je me souviens d'un truc à Vilnius, je crois, un jour, où d'une part, il pourfendait le gouvernement Blair à l'époque en disant le gouvernement Blair, il se fait du fric en attirant toutes ces personnes qui viennent payer, c'était pas encore aussi cher qu'aujourd'hui, mais c'était quand même déjà très, très cher là-bas en Angleterre. Et puis en même temps, il pourfendait les universités européennes en disant, et puis les universités européennes, au lieu d'enseigner dans leur propre langue, elles se mettent à enseigner en anglais, c'est capituler face au truc. C'est une position absurde, parce que effectivement, plus les gens en Estonie ou en Allemagne ou en France disent chez nous, il faut que vous veniez. Si vous venez ici, ce sera tout en français, ou ce sera tout en allemand, ce sera tout en finlandais, etc. Plus il y en a évidemment qui se précipitent à SOAS et à Princeton ou McGill ou peu importe toutes les universités anglophones. Donc la seule manière de parvenir pour nous, dans nos universités, à capter un public international et de passer à l'anglais. Et de passer à l'anglais pour un certain nombre des cours et des enseignements qu'on donne et de la recherche qu'on fait. Est-ce que c'est problématique? Oui, parce que Leuven, par exemple, c'est ça récemment, pour pouvoir continuer à attirer ses profs et ses chercheurs internationaux, pas seulement anglophones, a maintenant ouvert une école financée par l'université qui fonctionne en anglais. Alors qu'il y a eu une lutte pendant des décennies, pendant presque 2 siècles, pour faire sortir toutes les écoles francophones de Flandre au nom du principe territorialité linguistique qui mordait graduellement sur le néerlandais. Et donc il y a un conflit dans un article qui s'appelle, j'avais présenté ça comme un conflit entre perdre son âme et perdre son cœur, parce que si on ne veut pas perdre toutes ces personnes qui vont, donc le flux asymétrique dont je parlais tout à l'heure, toutes ces personnes qui vont ailleurs, d'abord étudier et puis qui restent travailler là, il faut qu'on compense ça en attirant du capital humain chez nous aussi, pour venir étudier chez nous et puis y rester. Comment est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, soit il faut attirer en disant, écoutez, vous venez ici et on ne vous taxera pas, etc. Donc c'est diminuer encore la redistribution qui est possible chez nous, perdre son cœur, c'est-à-dire qu'il y ait moins de solidarité chez nous pour ne pas venir attirer ce brain drain. Soit il faut perdre son âme et dire, écoutez, maintenant vous pouvez venir chez nous et si vous parlez que l'anglais, c'est pas grave non plus, on va vous fournir vos écoles, tous vos papiers administratifs, on va les faire dans les langues. Donc je crois qu'il y a une véritable tension entre les deux et qu'au fond, la manière un peu de bricoler dont on fonctionne, c'est d'avoir au fond des zones linguistiquement franches, en quelque sorte, qui seront en particulier l'enseignement supérieur et alors des zones high-tech où pour attirer les gens, on dira là-bas, il suffira de la langue internationale. Mais il y aura une tension constante parce qu'il y a une pression pour que ça fasse tache d'huile, évidemment. Et c'est la tache d'huile dont les Flamands, les Catalans ou les Québécois avaient peur, mais dont tout le monde doit avoir peur vu la diffusion de plus en plus grande de l'anglais. Donc moi je crois que il y a vraiment pas, si on ne veut pas coincer nos cerveaux chez nous en disant vous ne pouvez pas partir ailleurs, donc ils vont partir ailleurs, il faut qu'on compense ça. Et donc si on ne veut pas un appauvrissement systématique de nos universités, il faut qu'on fonctionne largement dans la langue internationale, dans l'enseignement supérieur. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit renoncer à la langue locale. Et je termine simplement en disant c'est intéressant d'avoir une perspective historique parce que il fut un temps où toutes les universités fonctionnaient en latin. Alors, justement, parce que ça permettait cette mobilité entre les chercheurs. C'est fascinant que Thomas More, Erasme, c'est parce qu'Erasme était à Louvain que Thomas More a publié l'Utopie. Là, il y a tous ces contacts entre Erasme circulant entre Cambridge et Louvain et Paris et les universités italiennes. Et tout ça, c'était possible parce qu'il y avait le latin qui jouait à l'époque la même fonction que l'anglais aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est passé aux langues vernaculaires? Et il y a été fait allusion ce matin aussi, partiellement. Il y a eu 2 raisons. Et c'est à l'époque des Lumières. Il y a eu 2 raisons. C'est que, d'une part, il y avait l'aspect
je crois que c'était Rosemary qui a fait allusion tout à l'heure, et l'aspect de dire, bon, ce qu'on fait à l'université doit pouvoir être utile à notre société. Hein? Donc en termes de contribution au débat public, mais aussi en termes de technologie, de savoir-faire, etc. La science, hein, la connaissance doit servir, et pour qu'elle serve le mieux possible, ça ne doit pas être en latin, ça doit être dans la langue vulgaire. Première raison. Et la deuxième raison, hein, qui est un peu liée aussi à la première question de tout à l'heure, c'est l'accès à l'université. Hein, s'il fallait connaître le latin pour accéder à l'université, ben, c'était que ceux qui étaient allés à l'école secondaire latine, etc., qui jusqu'au XVIIIe siècle avaient accès à l'université, donc ceux qui venaient des classes possédantes et très peu des... Et donc c'est en partie la démocratisation, le souci de démocratiser l'enseignement supérieur qui a fait passer aux langues vulgaires. Et donc, évidemment, ce qui nous... Enfin, préoccupation, outre ce que je viens de dire, ben, le souci, outre ce que je viens de dire sur le principe de territorialité linguistique et la menace que ça fait peser, mais les deux autres arguments qui doivent, dans l'intéressant cas du Polytechnico, là-bas ça doit être intervenu aussi dans les argumentations, c'est à la fois ce souci qu'on ait des universités bien implantées dans la nation pour pouvoir profiter à la nation, et ça demande qu'il y ait une communication linguistique suffisamment fluide. Et la deuxième chose, c'est que on démocratise, on continue à avoir un accès aussi démocratique que possible à partir de toutes les couches de la population. Et ça, c'est évidemment plus facile si on n'a pas en plus une exigence de l'anglais à ce niveau-là. Et donc, la meilleure manière de traiter ce problème, c'est vraiment, en plus de toutes les autres raisons données tout à l'heure, c'est vraiment de grâce, démocratisons la connaissance de l'anglais. Et si on le fait avec des moyens appropriés, y compris le refus du doublage, etc., eh bien on peut le faire d'une manière efficace et rapide pour que même les personnes qui n'ont pas la chance d'aller faire des stages de langue, etc., puissent y accéder facilement. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Une petite? Après, moi aussi j'ai une question. Après, je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a le temps en fait. Bon, jusqu'à que les gens épuisés tombent par terre. Sorry, I have to do it in English because it's Mag ook in het Nederlands zijn. Yes, but I think we'll exclude some. Just two minor comments. I strongly believe that you've got it in the right direction about Latin, but the major difference between that one and the role of English is when it was a vehicle, a lingua franca in the universities, there was no longer a nation state with a linguistic, economic, or any other power in which Latin was dominating. And in that sense, it was if you can say, it was a real lingua franca that gave an elite a prestige, but it did not help one group over another. Whereas English does have this baggage of being linked to, one former empire and another one that probably doesn't want to be called an empire, but probably is. The other thing that I briefly wanted to say is, what's the impact of the internet on this? What I'm saying here is you've talked a lot about communication with each other, face-to-face and so on. And I certainly look at what you say, band dubbing. Now, I'm not that old, but I'm certainly not young. What I found in my research is that, for example, people under the age of 25 hardly ever looked at newspapers, let alone watch television. Almost everything was done via the internet, and actually they accessed an enormous amount through English, even if in their in their televisions or the films were all dubbed, especially for French and Italian. All the films were dubbed and so on. But when they go on the internet, and I still don't know how, but they manage to access films illegally, but they're then completely in English. So I just wondered how that new way of communicating might either further enforce English or potentially undermine it. Yes, well, I agree that there are a number of important differences between the
the role of Latin, well, the place of Latin and the place of English. OK. Oui, je ne sais pas. What is the maximin? Je ne sais pas, ça doit être à peu près la même chose. En tout cas, la langue majoritaire doit être plutôt le français que l'anglais, comme tous les non-francophones dans la salle connaissent bien le français. Alors, on peut faire un peu de territorialité linguistique ici. Et donc, il y a quand même... enfin, il y a deux différences potentielles là-bas mentionnées. C'est la différence, est-ce qu'il y a un centre de pouvoir qui correspond à cette langue, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y a une population qui correspond à cette langue comme langue maternelle. Et sur le premier point, il y avait quand même un peu de ça avec le latin, parce que le latin, c'était la langue du Vatican. Alors le pouvoir religieux, à l'époque, c'était autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. C'était l'Inquisition et tous les trucs. Donc il y avait quand même... le latin, ce n'est pas une langue neutre du point de vue du pouvoir. Et toutes les universités étaient des universités chrétiennes en Europe. Et donc il y en a pas mal qui se sont fait zigouiller parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne petite section de la chrétienté sur le territoire où ils étaient. Donc là, il y a une similitude. Mais ce qui est correct, c'était que c'était plus la langue... c'était une langue qui ressemblait plus à l'italien ou au roumain qu'à l'allemand et à autre chose, mais néanmoins, c'était distinct. Et donc ça, c'est une différence indiscutable. Il y a d'autres différences massives, notamment que le latin n'a jamais été connu que par une très petite proportion de chaque population. Donc, si mon fils avait été là pour faire son truc avec le latin, on ne l'aurait même pas vu dans ses graphiques. Donc, tellement c'était une part minime de la population. Alors, la deuxième question, c'est une question très importante parce que il y a des tas de possibilités qui sont offertes par l'Internet bien au-delà de ce qu'offrait comme possibilité la télévision. Effectivement, dans les jeunes générations, même les programmes télévisés sont regardés sur l'Internet plutôt qu'avec les contraintes du timing de la TV. Il y a des possibilités de choix beaucoup plus grandes, mais par conséquent, aussi moins de contraintes. Et alors, ce qui fait que donc le potentiel est plus grand, mais y compris le potentiel qui fait que la loi du moindre effort pourrait très bien consister à ne pas aller apprendre ces langues étrangères. D'où l'importance encore plus grande des parents. C'est-à-dire d'avoir une collaboration suffisante entre l'école, les parents, et puis une diffusion des connaissances scientifiques, je dirais, sur ce qui fait vraiment une différence pour l'apprentissage des enfants et qui fait que ce potentiel fantastique que fournit l'Internet soit alors utilisé aussi à des fins d'apprentissage linguistique. Et ça, l'école est capable d'inciter ça davantage. Il y a moyen d'impliquer les médias locaux parce que c'est aussi plus intéressant plutôt que d'aller voir des trucs qui se font en Californie ou en Australie. C'est intéressant pour les enfants d'avoir des programmes qui sont relatifs à des lieux qu'ils connaissent. Donc il faut cette collaboration entre les médias locaux, les écoles et puis les parents qui ont un rôle plus important que dans le passé, justement en raison de la largeur du choix. Mais donc je suis tout à fait d'accord sur... il faut regarder dans le détail. On ne peut pas parler vaguement les nouvelles technologies et tout ce que ça offre, parce que les choix plus grands, c'est à la fois des possibilités maximales plus grandes, mais des possibilités minimales plus grandes aussi. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je voudrais juste, avant de terminer, poser une dernière question, enfin une remarque. Déjà, c'est surtout un système théorique très intéressant. Si on regarde après certaines données qu'on a, en utilisant aussi des données statistiques comme ça, on voit qu'aussi en Suède, aux Pays-Bas, où le doublage a été aboli, il y a très longtemps, encore 2/3 de la population déclarent de ne pas connaître très bien l'anglais, néanmoins. Et surtout, j'ai une autre question en fait, parce que déjà aujourd'hui, et ça c'était clair avec la crise de la dette grecque. Aujourd'hui déjà, 56% des Allemands déclarent de connaître l'anglais, 52% de Grecs déclarent de connaître l'anglais, les Britanniques sont anglophones. Ma langue maternelle. Est-ce qu'on n'a pas observé cependant cette grande solidarité européenne, même si l'anglais est déjà très diffusé? Donc pourquoi on devrait s'attendre une solidarité encore plus grande entre les Européens, alors que déjà aujourd'hui cette solidarité n'existait pas? Deuxième chose liée à ça, au niveau du monde, moi, je suis tout à fait d'accord que le marché est en train de devenir de plus en plus dictatorial, si on peut utiliser ce terme, surtout après la signature de traités
avec les États-Unis et l'Asie du Sud-Ouest, et bientôt peut-être le TTIP en Europe, si nous, les Européens, ou déjà la moitié des Européens parlent un peu anglais, on n'a aucune solidarité entre nous, est-ce qu'on peut vraiment croire qu'il y aura une solidarité au niveau du monde? Même que pour faire une manifestation de l'Afrique du Sud pour aller à Washington, il faut déjà dépenser 2 000 € pour l'avion. Donc est-ce qu'on reste un peu dans une, pour citer Thomas More, justement, une utopie là, on donne trop d'importance à une langue commune alors que il n'existe encore pas une solidarité entre les Européens, on doit plutôt partir par d'autres moyens pour créer cette solidarité. Bon, c'est un truc important à clarifier. Moi, donc, ces diffusions de la langue commune, hein, c'est pas du tout, le mécanisme, c'est pas du tout que, oh, chouette, maintenant je parle la même langue que telle ou telle personne, tout d'un coup j'ai cette solidarité chaude à l'égard de ces autres personnes qui sont capables de parler. C'est ce qui serait l'analogie avec la participation, le fait d'être membre d'un même ethnos, d'un même peuple qui partage toute une série de choses dans la culture. Non. Ici, c'est vraiment, la langue est ici importante, non pas comme composante d'une culture commune qui ferait une identité commune, etc., mais c'est important comme instrument, comme pur instrument. De deux manières. Pour moi, les mécanismes qui nous permettent d'espérer qu'on aura plus de justice sociale grâce à une action à une échelle plus grande, il y a deux mécanismes qui sont, un, la force civilisatrice de l'hypocrisie, et deux, qui est le cœur de la démocratie délibérative, et deux, c'est la capacité de se mobiliser et de mobiliser que les représentants de ceux qui gagneront le plus d'une solidarité plus grande puissent se mobiliser d'une manière efficace. Donc, simplement un mot sur chacun des trucs. Donc, la force civilisatrice de l'hypocrisie, c'est ceci, c'est que quand un politique veut se faire élire, hein, ou quand il doit défendre sa politique au Parlement, hein, l'Assemblée nationale ou quoi, il ne va pas dire, écoutez, votez pour moi, hein, parce que c'est dans mon intérêt, ou votez pour moi parce que c'est dans l'intérêt de ceux qui ont payé pour ma campagne, ou votez pour moi parce que c'est mieux pour les riches. Non, il va dire, votez pour moi parce que c'est dans l'intérêt de la France, hein, ou votez pour moi parce que c'est dans l'intérêt des plus défavorisés parmi nous, pour éviter la fracture sociale, etc. Tout ça, ça passe très bien. Bon. Mais on a besoin de cette force, et donc c'est ça, hein, c'est une partie. Qu'est-ce qui fait que l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité pour l'introduction du RMI, Revenu minimum d'insertion, en 1988. Hein, ce n'était pas des lobbies, etc. C'est simplement que il fallait, pour les plus vulnérables parmi les Français, il fallait faire ça, etc. C'est ça qui est à l'œuvre dans une démocratie qui fonctionne bien, parce qu'il y a un débat public dans lequel ce type d'argument, finalement, finit par mordre. Qu'il soit fait de manière hypocrite, ou sincère ou pas, ça n'a pas d'importance, mais ça finit par mordre dans la réalité sur certaines conditions. Le problème, c'est qu'il faut que cette force hypocrisie fonctionne au bon niveau. Et pour ça, il faut qu'on ait des Juncker et des Schulz et tout ça, qui soient là-bas devant la TV, avec des micros qui viennent de toutes les parties de l'Europe, et où puissent être entendus directement, comme Obama peut l'être de ses propres, au moment où lui parle à tous les Américains et tous les trucs. Donc il faut qu'on ait les conditions linguistiques, mais il y a aussi des conditions institutionnelles, on ne parle pas, des conditions linguistiques qui fait que ceux qui veulent gouverner l'Europe doivent s'adresser à l'ensemble des Européens et puissent le faire d'une manière directe. Alors ils le font, hein, Juncker n'a pas exactement la même éloquence en anglais qu'Obama, mais petit à petit on tire son plan, donc, comme on dit à Bruxelles, et donc on se débrouille, on le fait, etc. Et de plus en plus de personnes sont capables d'écouter directement. Et ce rapport direct entre l'électeur, entre les personnes à qui on doit justifier sa politique, mais qui ne doivent pas seulement être für uns die Deutscher et pour nous les Français, hein, c'est vraiment un point important. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Et l'autre mécanisme, c'est vraiment pouvoir se mobiliser d'une manière efficace et à bon marché. Et pour ça, il faut avoir une langue, hein, qui soit commune, qui n'a pas besoin d'être parlée avec une grande maîtrise et avec des belles périodes et des trucs. Il ne faut pas parler comme Proust, on ne serait pas compris. Et donc, mais il faut qu'on parvienne, hein, à communiquer de manière suffisante pour créer ces relations de confiance et de solidarité. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas qu'il y a un warm glow immédiatement dès qu'on parle l'anglais, on dit waouh, maintenant je peux m'identifier avec toutes ces personnes. Donc c'est pas du tout une condition suffisante. C'est simplement une condition de possibilité pour que ces deux mécanismes puissent jouer chacun à leur manière. Et c'est comme ça que l'État social a pu se constituer dans chacune des nations, par cette combinaison
d'argumentation dans un débat, dans un espace public partagé, d'une part, et d'autre part, grâce à une mobilisation efficace de ceux qui ont le plus à gagner de cette solidarité. Voilà, réponse partielle, mais... Le débat pourrait continuer beaucoup, on n'a pas malheureusement le temps. Donc je remercie encore Philippe Aparès pour avoir animé la discussion avec ses idées. Et moi aussi, je cède maintenant le microphone à Madame Olga Galatanou, qui va nous donner la dernière présentation d'aujourd'hui en faisant une synthèse de tout ce qui a été dit. Merci. Je crois que je vais m'asseoir parce que c'est ingrat, il faut écrire pendant le colloque. J'ai écrit à la main et je comprends très mal ma propre écriture. Donc il faut que je la voie de près pour arriver à... Et puis je suis petite, je ne suis pas un grand témoin grand. Donc j'ai besoin de conditions physiques. Alors d'abord, je commence, évidemment, c'est un peu un discours entendu, mais c'est très sincère, par remercier les organisatrices. Oui, ou je peux prendre celui-ci. Donc remercier les organisatrices de m'avoir invité ici, parce qu'elles m'ont invité, évidemment c'est un grand honneur, mais aussi parce que j'ai eu l'occasion, c'est pas exactement mon domaine, pas du tout même, je suis sémanticienne et analyse du discours essentiellement, mais c'était extrêmement intéressant, tout ce que j'ai entendu par le contenu et aussi comme type de discours, et ça me permettra de faire des analyses du discours magnifiques après. Je vais dire comme notre conférencière tout à l'heure, c'était assez splendide, j'ai beaucoup aimé cette expression. En France maintenant on dit juste splendide, juste extraordinaire, ce qui est complètement aberrant du point de vue sémantique, mais ça en dit long, et donc c'était juste splendide. Alors, je me suis posé la question, je fais un clin d'œil à l'animateur de cette section de cet après-midi. Je me suis demandé quels seraient les indicateurs d'un colloque réussi. Parce qu'évidemment, le grand témoin ne va jamais dire c'était un colloque modeste. Il va toujours dire c'était un colloque très, très réussi. Je voudrais argumenter pour cette excellence du colloque. Non seulement parce que j'ai eu beaucoup de plaisir intellectuel, mais parce qu'il me semble qu'il y a des indicateurs, et j'emprunte à un grand linguiste français et francophone qui est peu connu dans le monde anglo-saxon, forcément, puisqu'il n'a jamais écrit en anglais, n'a jamais parlé anglais et a été très peu traduit, Oswald Ducrot, qui disait qu'une recherche en sciences humaines et sociales, en tout cas en linguistique, doit avoir deux qualités, être sérieuse et intéressante. Sérieux, ça veut dire rigoureux, attentif, bien fondé théoriquement, et intéressant, ne pas dire des choses triviales, ne pas donner des résultats triviaux. Alors, qu'est-ce que ça serait, dans le cas d'un colloque, être sérieux et intéressant? Sérieux, pour moi, c'est d'abord la structuration, et ça, c'est en amont du colloque, la structuration thématique est annoncée déjà par le titre long, mais très édifiant, et par le sous-titre qui structure déjà l'organisation du colloque. La thématique est cohérente parce qu'elle mobilise des objets de recherche qui peuvent et doivent être abordés ensemble parce qu'ils sont liés, mais ils sont plus que liés, ils sont intriqués. Le thème essentiel était l'internationalisation des universités. Ce thème-là ne peut pas être séparé du problème linguistique, évidemment. Donc, on est tombé tout de suite sur l'interrogation sur la lingua franca dans la vie courante, mais est-ce que l'anglais peut être une langue académique aussi, lingua academica, pour l'Europe en tout cas, et peut-être plus que ça. Donc, la problématique de l'usage des langues nous conduit vers la problématique de l'anglais et de sa position centrale, et celle-ci nous conduit vers l'interrogation sur le plurilinguisme qui sauverait les autres langues et sauverait aussi l'anglais. Je vais le dire tout à l'heure à ma manière aussi. Alors, j'ai dit que c'était très bien organisé, en conférences plénières qui ont fait le point sur l'histoire des concepts qui ont été mobilisés, sur l'histoire de l'internationalisation, sur les parcours théoriques et qui ont proposé déjà
pratiquement toutes les conférences plénières ont pu proposer des points de vue observationnels très différents, ce qui est très intéressant déjà, disciplinaires différents, mais disciplinairement différents, mais aussi du point de vue des paradigmes dans les différentes disciplines. On a eu tout, on a eu les Sciences Po, on a eu une approche économique, on a eu une approche sociologique, sociolinguistique, didactique, etc. Excusez-moi si j'oublie, mais j'essaie d'aller vite aussi pour ne pas trop vous obliger à rester encore après 3 jours de colloque. Et ce qui est intéressant, c'est que les ateliers ont décliné vraiment de façon comme s'ils s'étaient mis d'accord dans les communications, mais ça c'est le mérite des organisateurs et puis de la compréhension de ce qui nous était proposé et quel était l'appel. Donc il y a eu des déclinaisons au niveau de l'analyse des textes de politique linguistique par exemple, mais il y a eu aussi la déclinaison des pratiques, des dispositifs. Et à chaque fois, il y avait un lien direct à faire avec ce qui était dit dans les conférences plénières. Il y a une autre organisation qui, là, elle s'est faite spontanément, je suppose. On avait l'impression parfois que les conférenciers et les communicants répondaient à ceux qui les avaient précédés. Et pourtant, ils avaient des PowerPoint qui étaient déjà préparés à la maison, tranquillement. Et on avait l'impression que les arguments et les contre-arguments étaient convenus, ce qui est quand même une très bonne chose, parce que ça veut dire que ça crée des transversalités. Alors moi, j'ai été, je ne peux pas parler de tout parce que je voudrais aller vite, quand même pas trop vous embêter avec un autre discours. Il y a eu des enquêtes, sur le vécu affectif, les représentations des étudiants, les représentations des enseignants, des propositions pratiques, des descriptions de dispositifs. Je crois que tout s'est très bien organisé, de telle façon que il est évident que le colloque s'est inscrit dans une pluridisciplinarité et même dans une interdisciplinarité, c'est-à-dire des transferts de méthodologie d'une discipline à l'autre. Mais ce qui m'a paru à moi la chose la plus intéressante, c'est qu'il y a eu une transversalité qui a transformé les objets qui étaient d'abord des objets des différentes approches dans de véritables objets transdisciplinaires. À un moment donné, en tout cas, moi, je me suis aperçue que je ne pouvais plus considérer, par exemple, le statut de l'anglais autrement que de tous les points de vue en même temps. Et ça, c'était quelque chose qui est spécifique d'un objet transdisciplinaire, c'est-à-dire la création d'un objet spécifique possible pour plusieurs disciplines à la fois. Je vais très vite. Ce qui était aussi très sérieux, c'est que j'ai constaté que, enfin, je pense que vous l'avez constaté aussi, que pratiquement toutes les communications s'appuyaient sur une méthodologie extrêmement sérieuse dans la discipline qui était concernée, mais aussi avec une possibilité d'offre des résultats pour les autres disciplines. Personnellement, j'attends la publication, j'espère qu'il y en aura une, pour pouvoir profiter par exemple de tout ce que j'ai vu dans les petites enquêtes. Je dis petite dans ce sens qu'il y a des choses, on nous a donné des chiffres sur l'ensemble de l'Europe, l'ensemble de la connaissance des langues, des compétences, etc. Mais il y a eu aussi des enquêtes plus qualitatives qui faisaient des statistiques avec 20, même 4, même je ne me souviens plus exactement lesquels, très peu d'informateurs. Or, il me semble que toutes ces données peuvent être mises ensemble et en faire quelque chose ensemble, c'est-à-dire confronter et les mettre ensemble. Alors, pour ce qui est, par exemple, je vais donner 3 exemples, je crois. Un exemple, c'est l'approche de l'anglais à l'université, puisque c'était ça le thème, en fait, du colloque, pas en général, pas comme lingua franca, mais comme lingua academica. Il a été vu comme réducteur ou accélérateur du plurilinguisme, avec une démonstration des arguments pour et contre. Comme l'anglicisation comme phénomène anthropologique. Ça nous tombe un peu dessus. On n'a pas le choix. Médiateur de l'instruction, de l'éducation, c'est-à-dire instrument. D'ailleurs, la dernière conférence remarquable nous a proposé aussi de l'instrumentaliser. Même comme un facilitateur de production de savoir et
son contraire, c'est-à-dire un réducteur de production de savoir, puisque la production, l'innovation dans la conceptualisation du monde, qu'il s'agisse du monde naturel ou du monde social, est basée aussi sur une conceptualisation dans la langue maternelle, dans la langue utilisée dans la langue intellectuelle de chacun d'entre nous, et on sait très bien que ça s'appuie sur tout un processus de métaphorisation, etc. Et donc, ça peut être vraiment une interrogation. Est-ce que l'anglais est la langue à utiliser par toutes les communautés linguistiques dans la production des savoirs? Je ne dis pas à l'université, mais dans la production des savoirs. Un autre exemple serait le plurilinguisme. Celui-là, à l'unanimité. Il va sauver l'humanité. Il a des valeurs pragmatiques, bien sûr, mais il a surtout... évidemment pas autant que l'anglais, que lingua franca, mais il a aussi des valeurs morales éthiques, il a des valeurs culturelles, des valeurs intellectuelles, enfin il a tout quoi. C'est l'Eldorado de l'humanité dans un monde qui pourrait ainsi ne pas se globaliser seulement, mais se glocaliser, si vous me permettez cette invention lexicale de glocal qui existe déjà, se glocaliser, c'est-à-dire garder l'héritage intangible et tangible, mais surtout intangible, qui est dans la langue et l'héritage culturel, tout en se globalisant. Donc, sur le plurilinguisme, on est tranquille, c'est vraiment l'avenir. Alors, une deuxième chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est le fait que, je passe vite parce que j'avais d'autres exemples, mais je ne vais pas trop continuer à donner des exemples, surtout que ce n'est pas juste. Je crée de l'injustice, je vais forcément donner un exemple qui s'accroche à une conférence et pas une autre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais que mon rôle est de trouver des transversalités en étant aussi objectivante que possible. Alors, une chose qui est vraiment très objective dans l'observation de ce colloque, c'est que ce n'était pas un colloque entendu, dans ce sens qu'on soit dans le même paradigme et que tout le monde soit d'accord. Je dirais même le contraire, même si tout s'est passé de façon parfaitement non violente. On a eu... des violences latentes dans la pensée qui opposaient quand même de façon très forte les adeptes, je ne dis pas de l'anglais comme lingua franca, mais de l'anglais comme lingua academica et surtout comme lingua de recherche. Et ça, c'était très visible. Évidemment, j'ai mon point de vue, j'essaie de ne pas le dire, j'ai essayé tout le temps de ne pas le dire. Je le dirai un tout petit peu tout à l'heure quand même, mais cette confrontation était un vrai débat. Donc, on parlait beaucoup en français d'un vrai débat, et pour dire n'importe quoi, mais là, c'était un vrai débat, c'est-à-dire une confrontation de points de vue qui ne peut pas aboutir à un consensus. Il ne s'agit pas de ça, on est en science, on n'est pas en politique, même si nous sommes très impliqués tous dans nos objets. Donc, le colloque a été aussi sérieux, je l'ai dit de mille façons. Il a été aussi très intéressant parce que justement, on a eu des explicitations très fines de la causalité, par exemple, de la nécessité, entre guillemets, que l'anglais devienne aussi la langue de la recherche dans les laboratoires. Je sais que ça existe beaucoup parce qu'il faut quand même qu'on s'entende dans les laboratoires, mais je ne crois pas que ça soit la langue de l'innovation scientifique, même dans les laboratoires. Je crois que chacun pense quand même dans sa langue. C'est mon point de vue, je ne devrais pas le dire. Donc, il y a eu des explicitations intéressantes, des arguments intéressants, vraiment intéressants, qu'on ne trouve pas, qui ne sont pas à la portée de nous tous en dehors de recherches sérieuses, pour et contre l'anglais comme lingua academica et surtout, je n'ai pas trouvé encore l'expression, une langue de recherche. Donc, il me semble que aussi sur le plan pratique, il ne faut pas oublier ça parce que c'était vraiment très, très intéressant. On a tendance, quand il s'agit de didactique, dans l'histoire de la didactique des langues, on a eu toujours un rejet total de ce qui a précédé. Ça, on l'a vu toujours, ça se dit toujours. Il y a eu des discours qui ont dit ça ici.
Bon, on ne veut plus entendre parler de grammaire, on ne veut plus entendre de traduction. Ça me rappelle aussi mes premiers cours il y a bien longtemps, où j'entendais ça, et surtout ne pas parler dans la langue maternelle, surtout ne pas parler de grammaire, surtout parce qu'on était en plein méthode communicative fonctionnelle. On a eu des innovations ici intéressantes, comme l'intercompréhension, plusieurs communications ont parlé de ça. On a eu aussi, et ça j'ai beaucoup apprécié, une innovation dans la récupération de manuels plus traditionnels. Et j'ai trouvé courageux et ce qu'il faut faire, parce qu'il ne faut pas oublier que même si on a le même fond humain neurophysiologique, on est quand même chacun construit différemment sur le plan intellectuel. Enfin, on a quand même nos spécificités intellectuelles, et je connais des individus formidables qui ont appris les langues avec la grammaire et le vocabulaire, et qui la parlent. Ou qui ont appris, un peu comme c'est mon cas, des langues en lisant, simplement. Et avec la grammaire, donc loin de la communication directe, de la motivation extrinsèque. Donc, un certain éclectisme en didactique devient une innovation courageuse, et personnellement, j'ai beaucoup apprécié ça. Pour conclure, parce que je ne vais pas clore, évidemment, on ne peut pas clore ce qui s'est passé ici pendant 3 journées, je dirais 3 choses. D'abord, je veux souligner la réussite aussi des échanges entre les chercheurs reconnus et très renommés et les jeunes chercheurs qui étaient présents là, les praticiens qui font aussi de la recherche et la font très bien, les thésards, enfin les générations diverses et variées qui se sont rencontrées là, des professeurs émérites, c'est mon cas, jusqu'aux tout jeunes qui se lancent dans la recherche, dans cette pratique qui n'est pas simple. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est une autre qualité transversale des apports de ce colloque, un militantisme non caché, pudiquement, par la posture de chercheur objectif. Donc, on a eu j'ai rencontré ici des chercheurs de haut niveau qui ont eu le courage de s'impliquer dans l'objet de leur recherche, ce qui est quand même assez mal vu en sciences humaines et sociales. Et donc, je sais que nous, en linguistique, on n'arrête pas de crier contre les jeunes qui se lancent et qui, en même temps, gardent toutes leurs implications, mais c'est pour le temps de la thèse. Après, quand ils seront connus et reconnus, ils pourront s'impliquer, parce que c'est bien de s'impliquer, je pense, aussi dans l'objet de sa recherche. Et le troisième point, c'est que des réponses différentes et parfois très opposées ont été données à l'interrogation sur l'anglais lingua academica, et j'ai essayé pendant 3 jours d'être juste témoin et pas partie prenante. Je vais transgresser ça, peut-être qu'il y a des indicateurs pour un grand témoin qui vont me dévaloriser complètement, me mettre en bas de l'échelle, mais j'ai pensé à une chose qui pour une sémanticienne, c'est mon métier, enfin c'est mon job. Je vis ma vie de recherche dans une approche qui est maximaliste du sens, c'est-à-dire qui considère que le monde, je dis quantique par analogie, attention, je ne prétends pas plus, de la signification de chaque mot, intègre aussi des aspects culturels sous forme d'associations stéréotypiques, argumentatives, axiologiques, enfin peu importe, je ne vais pas développer mes théorisations, mais que le culturel apparaît tout le temps dans la signification des mots, et que donc ce n'est pas juste une association de la langue avec la culture qui fait qu'une langue est aussi le témoin et le porteur du patrimoine culturel intangible d'une communauté X, peu importe, grande, petite, mais que c'est dans la langue même, c'est-à-dire dans la signification des mots, cette culture existe. Alors, je me suis interrogée. Bon, déjà, sur le plan cognitif, on sait très bien que ça sert énormément à la production des savoirs. Donc, c'est déjà ça. Mais je me suis interrogée aussi sur le sort des langues qui seraient un peu chassées par l'anglais, que j'aime beaucoup. Je suis amoureuse de toutes les langues, de l'anglais évidemment, puisque en plus, pragmatiquement, ça rend service. Mais je l'aime aussi, parce que c'est la langue de Shakespeare. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on a eu des réponses ici. Si on apprend l'anglais à l'école, si on l'apprend dans certaines filières
on a parlé, je ne sais plus, d'espace libre où l'on peut utiliser l'anglais en master, en doctorat, etc. Est-ce que dans les sciences humaines et sociales, par exemple, si on l'utilise, on ne va pas être dans une situation où il y a 3 scénarios possibles, ou scénarii, si vous voulez. Soit on utilise un anglais qui est chargé de sa charge culturelle, et donc on va passer forcément, on va avoir un contact cognitif qui est déstabilisateur ou au contraire riche, je ne sais pas quels seraient les résultats. Bon, on serait dans notre pensée anglophone, anglophone, puisque la production des savoirs se fait dans cette langue. Soit au contraire, on transforme comme dans l'anglais véhiculaire, c'est un anglais qui, à Bruxelles, n'est plus tellement l'anglais de Shakespeare, on l'a dit plusieurs fois et on le sait. Parfois, il est même très dépouillé de sa charge culturelle. Et à ce moment-là, on va s'appauvrir tous intellectuellement. Soit, enfin, on va continuer à penser dans sa langue et utiliser comme une traduction immédiate, une traduction mentale, l'anglais. Donc, c'est quand même une question qui me paraît importante et qui me paraît à prendre en considération au niveau de l'usage de l'anglais dans la formation, à la recherche et surtout dans la production de la recherche. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître l'anglais. Je n'ai jamais dit ça, au contraire. C'est pour des raisons pragmatiques, évidemment, qui ont été, à mes yeux, très relativisées par l'analyse des indicateurs d'excellence des universités qui a été faite ici de façon juste extraordinaire et qui m'a beaucoup, m'a donné beaucoup d'espoir de voir les choses autrement et même les valeurs pragmatiques de les voir autrement. C'est peut-être pas si pragmatique que ça. Alors, pour conclure vraiment là ce que je vais vous dire, on a joué avec les publicités, j'ai beaucoup apprécié puisque j'ai beaucoup étudié les publicités. Je dirais qu'à la fin de ce colloque, si on veut avoir des slogans, on peut dire « L'anglais est lingua franca parce que nous le devons bien ». On ne peut pas faire autrement. L'anglais lingua academica quand et parce que nous le voulons bien, pas obligatoirement. Et le plurilinguisme parce que nous le valons bien. Merci. Alors, je crois que nous n'allons pas faire un long discours, parce que vraiment, on va beaucoup remercier Madame Galatanou d'avoir bien voulu, comme ça, reparcourir tout notre colloque et ce qui nous a rassemblés, d'un point de vue thématique, mais aussi justement du point de vue de la qualité des échanges. Je crois que nous avons essentiellement à remercier tous les participants qui ont répondu à un appel qui venait de chercheurs d'âge moyen, je dirais. Donc nous avons eu effectivement des personnes très reconnues qui ont répondu à notre appel. Nous avons eu aussi des doctorants, des jeunes docteurs, et je crois que toute cette variété a été vraiment essentielle dans la réussite de cette rencontre. Alors, on va remercier, je crois, collectivement, énormément Françoise Lelièvre, parce qu'à partir d'une idée, il y a eu du concret. Alors, Françoise Lelièvre, c'est aussi son université qui a bien voulu nous accueillir, et toutes les petites mains derrière aussi, les étudiants qui nous ont soutenus, y compris par des cafés, par tout ce qui fait le ventre et l'âme des gens qui viennent au congrès, et qui les ont soutenus dans des journées qui ont été très longues. Je crois qu'on vous a beaucoup mis à l'épreuve.
même si là, il va y avoir encore des festivités. Donc, merci à tous les étudiants qui ont soutenu aussi Françoise. Voilà, donc la partie colloque est donc, comment on va dire, terminée. Non, pas tout à fait, parce que nous avons encore une festivité qui nous attend, mais surtout parce que la partie sociale continue aussi demain. Est-ce qu'on peut dire qu'on a reçu une lettre anonyme, nous, comité organisateur, nous disant « c'est une honte, vous dépensez l'argent public pour parler entre vous ». On voudrait essayer d'y répondre en disant ben oui, nous avons discuté, mais peut-être qu'on n'a pas perdu ni gaspillé de l'argent public si tout cela se traduit en une action, quelque chose qui va essaimer, etc. Et ça va être notre objectif demain. Mais là, ben, on va faire appel à des facultés d'auto-organisation. On a une salle à notre disposition. On a des têtes pensantes à notre disposition. Qu'est-ce qu'on va faire sortir de tout cela demain? Voilà, il va falloir qu'on le fasse. Alors, ben oui, où allons-nous maintenant? Donc, nous allons dans la même salle qu'hier soir, à savoir dans la salle du Palais, donc la salle de réception du Palais universitaire, le Palais étant l'entrée de l'université, en fait. Voilà, donc les étudiants ont tout préparé, tout est prêt, et alors allons-y. Merci beaucoup.